Bonjour à tous. Alors pour commencer, je vous souhaite une bonne et surtout très prospère année 2020. Ce sera sans doute une année importante et même une année clé sur les marchés financiers, donc très intéressante à vivre à ce niveau. Et je vais voir avec vous quelles peuvent en être les tendances et faits significatifs sur le moyen terme et sur le plus long terme en ce qui concerne notre épargne et nos finances. Alors bien sûr, ce qui s'est développé sur 2019 n'a absolument pas changé. On est toujours dans une phase qui suit tout juste une situation d'inversion de la courbe des taux qui s'est développée ici en juillet, août et un petit peu le mois de septembre principalement. On est sorti de la situation d'inversion de courbe des taux et donc cette figure, comme je vous l'ai déjà dit, constitue un signal de retournement de cycle économique et de récession qui n'a jamais fait défaut dans l'histoire jusqu'ici et bon, qui porte sur des échéances assez courtes. On peut évaluer ça à 6 mois, 12 mois, peut-être un peu plus à voir, mais en tout cas, ça n'est pas un signal de long terme. On observe aussi sur le marché de l'emploi ici les demandes d'allocation hebdomadaire de chômage, une petite début de dégradation de la situation, vous voyez, qui se construit depuis l'été 2019. C'est encore très timide, on a une amorce de figure en creux. Ça demanderait de passer la barre des 250 000 pour être confirmé, mais ça commence quand même à ressembler pas mal à ce qu'on avait ici au début de l'année 2007, ou par exemple ici au second semestre 2000, avant le déclenchement du marché baissier. Et en même temps, du côté européen, on n'observe toujours aucune amélioration sur le front du PMI manufacturier, donc du ralentissement et même de la récession manufacturière qui s'est déclenchée en Europe en 2019. Donc là, pour l'instant, je dirais que les marchés montent dans le vide depuis quelques mois, sans qu'il y ait aucune justification fondamentale à la hausse qu'on observe, bien au contraire. Au niveau des valorisations, on est toujours sur des niveaux historiquement élevés. Vous avez ici le ratio entre la capitalisation du marché et le chiffre d'affaires des valeurs du SP500. Donc vous voyez qu'on est sur des niveaux records historiques quasiment. C'est la même chose pour le ratio entre la capitalisation et le PIB américain. Ici, on était au dernier pointage, donc à 150, un petit peu plus de 150%, 153%. Là aussi, c'est un plus haut historique. Mais bon, j'aurais pu vous dire quasiment la même chose à la fin de l'année 2018 et à la fin de l'année 2017. Vous voyez où on en était ici en donc septembre 2017, décembre 2017, on était aussi à des niveaux très élevés. Donc c'est le fait que les marchés soient largement surévalués en ce moment, ça n'est pas un signe qu'ils vont baisser immédiatement. Le vrai signal d'alerte, il est porté par la courbe des taux et un petit peu par la situation du marché de l'emploi. Et selon ces indicateurs, il est tout à fait possible qu'on ait encore quelques trimestres de marché haussier devant nous pour pouvoir bénéficier de la tendance haussière en cours. Du côté de l'action de la Fed, là aussi on est sur quelque chose d'historique puisque c'est la première fois que la Fed lance une politique de quantitative easing très puissante, même si elle ne l'avoue pas officiellement. On est sur un rythme d'expansion du bilan de la Fed qui dépasse 100 milliards de dollars par mois depuis septembre 2019. Vous voyez, on était à 3,76 milliards le 11 septembre. On est maintenant à 4,17 milliards, donc ça va extrêmement vite. Et si on poursuit au rythme actuel, on peut dire que d'ici 3 ou 4 mois, on aura rejoint les valeurs d'avant la contraction du bilan de la Fed qui avait démarré en 2018. On retrouvera les plus hauts historiques à ce niveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout simplement la première fois que la Fed lance une opération de quantitative easing sans qu'il y ait de crise économique. On est au contraire plutôt en sommet de cycle sur les marchés en ce moment. La récession n'a pas commencé, donc clairement, si la Fed échoue, et je pense qu'elle finira à terme par échouer, si la Fed échoue à repousser le retournement de cycle qui s'annonce avec ce quantitative easing, les conséquences, ça sera perte de confiance des marchés dans les capacités d'action de la Fed, et à ce moment-là,
déclenchement évidemment d'une grosse crise financière et économique, hein, puisque tout le thème de la hausse depuis 2009-2010 ne tient qu'à une chose, la confiance absolue dans la capacité de la Fed à renflouer tous les acteurs économiques sans limite. Alors maintenant, pour les tendances à exploiter, hein, sur les prochains trimestres et au-delà. Alors d'abord pour le moyen terme, à échéance de quelques trimestres, il y a 4 secteurs, hein, qui se dégagent clairement pour moi, hein, sur l'année qui vient. Alors ces 4 secteurs sont, comme à la fin de l'année 2019, les valeurs bancaires d'abord, hein, qui se sont bien redressées à partir de septembre 2019, qui surperforment actuellement les indices généraux et devraient continuer à le faire sur les trimestres qui viennent tant que les marchés resteront haussiers. On a aussi un début de regain d'intérêt, je vous l'ai dit, hein, sur le secteur des small caps. Donc certaines small caps françaises commencent à bien se réveiller. Ça devrait se poursuivre là aussi sur 2020 et on pourrait avoir une surperformance des small caps par rapport aux grands indices, hein, contrairement à ce qu'on a eu sur 2018 et 2019, parce qu'elles ont énormément de retard à rattraper. Vous avez ici le ratio entre le SP500 et un indice de microcaps américain. Donc on voit bien, hein, sur 2018 et jusqu'en septembre 2019, le SP500 surperforme les microcaps et depuis septembre-octobre 2019, la tendance commence à s'inverser avec une baisse du ratio, ce qui signifie que les microcaps cette fois surperforment l'indice des grosses capitalisations. Alors sur ces tendances, je viens de mettre en ligne dans le cadre de la lettre PEA une liste de valeurs diversifiées qui va porter à la fois sur les valeurs bancaires, des small caps ou mid caps de croissance, des cycliques, quelques valeurs de rendement aussi. Donc des valeurs diversifiées qui peuvent être à même de tirer profit de des derniers instants de moyen terme, hein, du marché haussier. En sachant qu'en parallèle, je reste très attentif à toute situation dangereuse sur les marchés, que j'ai aussi les outils pour tirer profit du retournement et d'un marché baissier qui se profilerait au-delà du moyen terme. J'en profite aussi pour vous passer un petit message, cette fois sur le beaucoup plus court terme, hein, dans les semaines qui viennent. On est actuellement en situation de fort excès d'optimisme sur les marchés au niveau des indicateurs de sentiment. Donc la saisonnalité de janvier habituellement est quand même moins favorable que celle de décembre, donc on a pas mal de conditions qui sont réunies pour le déclenchement d'une correction de court terme, hein. Au-delà sans parler tout de suite de grands retournements baissiers, hein, je pense que le marché haussier se prolongera encore un petit peu, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir dans les semaines qui viennent une correction de court terme qui serait à ce moment-là l'opportunité pour se repositionner sur certaines valeurs. Le troisième thème qui a bien fonctionné aussi en 2019, c'est le marché russe, les trackers d'actions russes, les fonds russes en général. Le marché russe reste le moins cher du monde, hein, actuellement. On le voit sur cette carte de valorisation. Donc malgré la hausse de 2019, il a encore un large potentiel de rattrapage devant lui. Dernier thème important pour le moyen terme, qui peut aussi fonctionner à plus long terme si jamais la Fed parvenait à repousser le retournement de cycle en cours, ce sont les valeurs de rendement. Là aussi, c'est un domaine qui a bien performé. Faut savoir que traditionnellement, dans le cycle économique, les approches des cotes deep value, c'est-à-dire des cotes sur actifs nets liquides, capitaux propres, tangibles, etc. Elles fonctionnent très bien en début de cycle. On a à ce moment-là plus d'anomalies de marché qui sont injustifiées à exploiter, alors qu'en fin de cycle, ce sont plus les approches orientées croissance et rendement qui surperforment l'ensemble du marché. Donc ces valeurs de rendement, elles vont rester un thème très intéressant, je pense, dans les trimestres qui viennent. Le portefeuille que je propose, un dividende et rendement, a gagné 14% en 2019, avec pourtant une sous-exposition au marché, quasiment tout le temps un niveau de liquidité de 30% ou plus. Il gagne 55% depuis sa création en 2016, donc c'est un secteur qui marche bien en ce moment. Et là aussi, hein, j'ai mis à jour la formation que je propose sur les valeurs de rendement avec une nouvelle vidéo qui explique en détail un outil de screening très performant, je pense,
et aussi une liste de valeurs détaillée et complète de différentes catégories de valeurs de rendement qui peut être exploitée dès maintenant pour l'année 2020. Alors sur ce thème des valeurs de rendement, vous trouverez dans le descriptif en dessous de la vidéo un code promo qui à mon avis sera intéressant pour vous si vous vous intéressez aux valeurs de rendement, qui vous donnera l'accès donc pour un prix nettement réduit à la formation sur les valeurs de rendement, à la mise à jour 2020 avec la liste de valeurs de rendement actualisées pour 2020 et avec en prime l'abonnement au portefeuille dividendes et rendement pour un an. Donc tout ça, ça sera compris dans le package pour un prix qui sera réduit par rapport au prix de la seule formation initiale. Alors maintenant, je vais vous parler du plus long terme, c'est-à-dire du retournement de cycle économique, de la crise financière qui pourrait arriver. Elle n'est pas certaine, hein, la Fed peut après tout réussir son pari, ça n'est jamais arrivé jusqu'ici dans l'histoire, mais bon, pourquoi pas, on peut, à ce moment-là, il sera toujours temps de s'adapter à la situation et de prolonger les stratégies que je vous propose précédemment pour le moyen terme. Dans le cas contraire, j'ai souvent beaucoup d'abonnés ou de lecteurs d'Objectif Éco qui me demandent quelles sont les banques sûres dans lesquelles je pourrais mettre mon argent à l'abri, comment protéger mon cash. Et là, je dis que c'est une façon très incomplète d'aborder le problème. En cas de grosse crise financière, effectivement, on a un premier temps déflationniste dans lequel le cash prend de la valeur sur les autres actifs. Mais dans le contexte actuel, vu que la clé de la crise, c'est la perte de confiance dans les capacités d'action des banques centrales, ce temps, il risque d'être assez bref et à terme, on aura probablement une mise en danger des monnaies papier elles-mêmes, plus que des banques. Moi, je vois clairement les États renflouer les systèmes bancaires sans limite parce que les États ont besoin des banques, les banques ont besoin des États. On est dans un capitalisme de connivence dans lequel les deux fonctionnent main dans la main, sans aucune indépendance réelle. Donc, à terme, le risque financier, il va être reporté sur les monnaies papier et il faudra être capable de switcher à temps sur des actifs tangibles pour ne pas se faire massacrer par la crise qui arrive. L'expérience de l'Argentine qui arrive en ce moment est assez intéressante. Alors déjà, on peut constater qu'un État qui est aux abois, qui est près de la situation de faillite, est prêt à faire absolument n'importe quoi pour tenter de sauver sa situation. Donc là, par exemple, on a un impôt de 30% qui a été décrété pour tous les citoyens argentins sur tous leurs achats en monnaie étrangère. Alors c'est pas juste changer du cash en monnaie étrangère, c'est si vous voulez acheter un billet d'avion en ligne, par exemple, si vous voulez commander un bien quel qu'il soit à l'étranger, vous serez taxé d'office de 30% sur vos achats. Et ça peut évidemment être encore pire ensuite. Il y a une taxe aussi sur les comptes que vous avez à l'étranger et de grosses restrictions maintenant sur la possibilité de changer du peso argentin en dollars. Donc, vous voyez le genre de choses qui peut arriver si des États se trouvent en difficulté. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi dans la crise argentine, c'est de regarder le comportement des actions argentines, donc de l'indice action. Et là, on voit en accéléré se réaliser ce dont je vous parle. Ici, vous avez le graphique du S&P Merval, donc l'indice des actions argentines. Vous avez le premier temps déflationniste très court de la crise argentine qui se déclenche au mois d'août. Donc l'indice des actions est passé de 43 000 à moins de 24 000 en extrêmement peu de temps, à l'annonce des difficultés financières puis de la cessation de paiement partiel de l'État argentin. Donc on passe de 43 000 à moins de 24 000 ici. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir la suite. Vous voyez, très rapidement, l'indice des valeurs argentines a repris ce qu'il avait perdu, malgré la situation catastrophique des finances de l'État argentin. Et là, on a ce dont je vous parle, c'est-à-dire le deuxième temps de crise, le retour vers les valeurs tangibles, dont les actions font partie. Et ça, c'est valable en fait même en monnaie étrangère. Donc si je vais sur le marché américain, donc ici le NIS, vous avez un tracker d'actions argentines, on retrouve la même situation. Alors d'abord, phase de baisse déflationniste en 2018 qui a affecté l'ensemble des marchés émergents,
qui a lancé, qui est la cause initiale des difficultés de l'État argentin à régler ses dettes. En fait, l'État argentin, il était endetté en monnaie étrangère fortement, donc monnaies qui sont principalement le dollar américain. Donc toute dévaluation de la monnaie argentine va gonfler mécaniquement les dettes de l'État jusqu'à ce que ça devienne insoutenable. Toujours la phase déflationniste à l'annonce de la crise de solvabilité de l'État. Et vous voyez qu'ensuite, ça remonte même en monnaie étrangère, c'est-à-dire que les actions argentines reprennent de la valeur en monnaie étrangère ici. Donc clairement, dans le retournement de cycle qui vient, la capacité que vous aurez à switcher au bon moment votre cash et vos actifs pour des valeurs tangibles, ça sera la clé de la réussite et de non seulement du sauvegarde de votre épargne, mais de votre enrichissement et de votre capacité à profiter de la crise qui arrive. Donc, vous aurez prochainement en ligne sur Objectif Éco une formation très complète sur les 2 meilleures valeurs tangibles qui existent, qui sont vraiment la référence pour tirer profit de ce genre de situation, qui sont l'or et le pétrole. L'or parce que c'est l'actif optimal pour se protéger des dévaluations monétaires d'où qu'elles viennent, et le pétrole parce que c'est la matière première non agricole qui est la plus essentielle à l'humanité aujourd'hui, et ça n'est certainement pas les gesticulations d'extinction en rébellion ou de Greta Thunberg qui vont changer quoi que ce soit à cette situation dans les années qui viennent, et sans doute pour au moins 10 ou 20 ans, voire plus, parce qu'on n'est pas prêt de trouver aujourd'hui d'alternatives crédibles au pétrole. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour cette formation pointue sur les actifs tangibles sur Objectif Éco, et vous souhaite de nouveau d'ici là un excellent début d'année 2020.